Salut tout le monde! Bienvenue pour ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. Comment faire pour apprendre à s'aimer et à aimer l'autre? C'est cette quête fondamentale que Serge, que vous allez entendre, a explorée pendant des années sur le divan. Apprivoiser son hypersensibilité car il est zèbre avec des troubles de l'attention. Faire avec l'abandon, ses deux pères sont partis brusquement, et se créer sa propre définition d'un vrai homme. Un homme qui a le droit de pleurer devant le roi lion. Un homme qui apprend à dire ses émotions, sa colère, sa tristesse. Parce que, et il cite Françoise Dolto, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Un vrai homme qui n'a plus besoin de l'alcool pour se sauver. Et surtout, un homme qui n'abandonne pas ses enfants à son tour. Serge a été barman, chanteur-guitariste, père au foyer, le plus beau métier selon lui, et il est maintenant psychanalyste. Il nous offre un double témoignage. Et dans cet épisode, il nous raconte d'abord son chemin d'analysant, pour ensuite, dans le prochain épisode, nous raconter son chemin en tant que psychanalyste. Avant de vous laisser, petit point technique, un ami me disait « Ah, tu as sorti un nouvel épisode, ben zut, je l'ai manqué !» Je vous entends déjà me dire « Mais Guillaume, au secours, comment faire pour éviter ce destin tragique ? Comment ne manquer aucun épisode ? Aide-nous, vite !» N'ayez crainte, j'ai 2 solutions. Vous pouvez vous inscrire sur ma liste et je vous envoie un email à chaque nouvel épisode. Bien entendu, il va sans dire que je prends grand soin de vos données et puis, vous pouvez vous désabonner en un clic en bas de chaque email si le besoin pressant vous submerge. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans le descriptif de cet épisode. Autre solution, allez sur la page du podcast dans votre application d'écoute préférée et cherchez le bouton suivre ou s'abonner. Voilà le point technique fait avec, c'est vrai, une pointe dramatique. Allez, ça suffit, mettez votre ceinture, on part dans la Drôme, là où habite Serge. Bonne écoute à vous! Bonjour Serge. Bonjour Guillaume. Donc vous êtes psychanalyste depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous accueillez des patients? Alors j'exerce depuis bientôt 5 ans. J'ai un cabinet dans la Drôme et ça fait bientôt 5 ans que je fais ça. J'ai été psychanalyste sur le tard en réalité. Qu'est-ce qui vous a fait devenir psychanalyste? Alors vous étiez quoi avant de devenir psychanalyste et pourquoi être devenu psychanalyste sur le tard, comme vous dites? La psychanalyse, ça m'a toujours intéressé, mais j'étais un enfant un peu terrible. J'ai un parcours de vie un peu particulier dans l'enfance, dans l'adolescence. J'ai été dans les joints, le cannabis, dans l'alcool, dans les clopes. J'ai été un peu zonard. Heureusement, j'ai rencontré mon épouse qui m'a un peu canalisé. J'ai eu des enfants qui m'ont permis, bien évidemment, de réparer ma propre histoire à travers l'amour et le temps que je pouvais leur consacrer. Et j'ai été donc tour à tour barman. Peut-être pas forcément la meilleure idée quand on est alcoolique, mais je me suis beaucoup amusé. Et puis j'ai décidé ensuite d'être père au foyer pendant plus de 10 ans. Et ça a été sans doute le plus beau métier que j'ai exercé. Observer les enfants, comme ce que Françoise Dolto avait fait lorsqu'elle travaillait avec Sophie Morgenstern, qui lui avait demandé d'observer les enfants pendant 6 mois sans jamais intervenir. On apprend énormément de choses. Ensuite, j'ai exercé ma passion, le métier que je voulais faire quand j'avais 6 ans, c'est-à-dire chanteur-guitariste. Donc j'ai écumé pendant près de 10 ans les cafés, les restaurants, en reprenant du Otis Redding, de Aretha Franklin et en chantant mes propres chansons. J'ai écrit des bouquins. Et puis, parallèlement, pour mes propres troubles, j'ai suivi des psychothérapies, j'ai suivi une longue psychanalyse. Et, lorsque j'ai fait ma cure de désintoxication par rapport à l'alcool, j'ai picolé pendant 30 ans. J'ai fini en 2013 avec une bouteille de Jack Daniels par jour. Et là, j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc, je me suis lancé vraiment dans une cure de désintoxication. C'est pas la cure qui m'a sauvé, c'est bien évidemment toute l'analyse que j'avais pu faire auprès de ma psychanalyste auparavant qui m'a amené à être prêt
Et j'ai rencontré un psychanalyste pendant cette cure qui m'a dit Monsieur Sommer, c'est très bien, vous avez fait 4 psychothérapies, 9 ans d'analyse, vous êtes bien analysé, mais maintenant il faut sortir de votre propre analyse parce que vous allez finir par perdre votre spontanéité. Vous allez avoir besoin systématiquement de tout analyser. Donc sortez de ça, retrouvez votre côté naturel. Et puis, ma foi, si la psychanalyse vous intéresse, allez voir sur Internet. Il y aura bien des trucs, des initiations à la psychanalyse, ou allez suivre des cours de psychologie en candidat libre à l'université, tout ça. Donc, je l'ai écouté. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et ça vous a inspiré? Ça m'a inspiré. Et un jour, je suis tombé sur une pub d'une fédération. Je suis tombé sur une pub d'une fédération qui proposait de s'initier à la psychanalyse pendant 1 an. Et effectivement, si on faisait le cursus de 3 ans, on passait un examen, on pouvait devenir psychanalyste. Et de 5 ans, et si à ce moment-là, fallait soutenir un mémoire, on pouvait être psychanalyste agréé par cette fédération. Moi, je vois ce qui vous attire à devenir barman, je vois ce qui vous attire à aller chanter et à vivre votre rêve d'enfant. Qu'est-ce qui vous a attiré à devenir psychanalyste? Et si je peux me permettre, et ce qui m'a attiré pour devenir père au foyer surtout, c'est-à-dire la pouvoir donner ce que à mes enfants le père qui n'a pas été suffisamment digne pour moi. Et au début, pour répondre à votre question, j'étais pas attiré pour devenir psychanalyste, j'étais attiré pour m'initier à la psychanalyse parce que je suis un zèbre, hein, TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc moi j'étais en échec scolaire, j'ai pas mon bac, j'ai loupé mon BEP, j'ai aucun diplôme à part le BEPC parce que je suis tombé l'année où il les donnait d'office. Donc pour moi reprendre des études et puis soutenir un mémoire au bout de 5 ans, c'était même pas imaginable, c'était non d'entrée. Donc je me suis dit je vais faire une année d'initiation. Et puis cette année d'initiation, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors j'ai poursuivi une 2e année. Et puis c'est qu'à partir de la 3e année qu'est née l'idée que ah ouais, pourquoi pas devenir psychanalyste. Pour moi au début c'était pas possible parce que je suis quelqu'un comme tous les élèves, je suis un hypersensible. Et donc qui dit hypersensible dit parfois hyper émotif. Ce n'est pas la même chose. Hypersensible, ce sont des qualités sensorielles, des qualités intuitives. Hyper émotif, ce sont simplement les émotions qu'on a gardées, qu'on a contenues en nous, qui s'expriment, voilà, quand on regarde le Roi Lion ou quand on regarde La Petite Maison dans la Prairie. En fait, l'hyperémotivité concerne notre histoire, contrairement à l'hypersensibilité. Et cette hyperémotivité m'a toujours fait dire, mais moi, je ne pourrais pas entendre un patient ou un analysant raconter sa vie. Je vais chialer, je vais pas être en mesure de supporter ça. Et pendant ma formation de psychanalyste, je poursuivais une psychanalyse qui s'appelle l'analyse didactique. Et au fur et à mesure où je clarifiais ce que j'avais enfoui en moi, vous savez, ce que Françoise Dolto disait, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Une fois qu'on finit par exprimer, par verbaliser toutes ces émotions, les colères, les tristesses, les injustices qui ont été contenues, qui se sont imprimées, on finit par être au clair avec ça. Et au bout de 3 ans, je me suis senti relativement solide. Et là m'est venu le désir d'être psychanalyste, le désir de transmettre aux autres, d'accompagner les autres dans ce chemin singulier, comme si moi je connaissais le chemin, mais sans jamais perdre de vue que même si je connais le chemin, chacun fait ce chemin avec ses propres godasses. Et c'est ça qui est très important à comprendre. D'accord. Vous disiez, vous avez passé 9 ans en analyse. Ouais. Pendant ces 9 ans, quels sont les nœuds que vous avez travaillés? Alors, j'ai travaillé les nœuds de l'abandon. Moi, j'ai mon papa qui est parti quand j'avais 7 ans. Il est parti de la maison pour une autre bonne femme, comme disait ma mère. Je suis resté seul parce que j'étais le petit dernier, donc je suis resté seul avec une mère très possessive, très hystérique, très anxieuse, qui m'a transmis toutes ces anxiétés.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'explique souvent en conférence lorsque je témoignais autour de mon parcours, c'est que à 16 ans, j'étais rempli de tics, de tocs. Je rentrais petit à petit en psychose parce que je m'enfermais sur moi-même. Et l'alcool m'a permis de rester en névrose, c'est-à-dire de garder un contact avec la réalité et de ne pas m'enfermer, de m'ouvrir au social. L'alcool m'a sauvé la vie à l'âge de 16 ans, tout simplement. Même si après, c'est pas à conseiller parce qu'effectivement, ça m'a mené à pas forcément que des bonnes choses, bien évidemment, vous vous en doutez. Et qu'est-ce que 9 ans de divan vous a permis de soigner dans ce rapport à l'abandon? Soigner, est-ce que c'est le bon mot? Pour travailler, pour que ce rapport à l'abandon, que cet abandon soit plus blessant? Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, en psychanalyse, on ne soigne rien, on ne guérit rien. On apprend juste à s'accepter tel qu'on est, à se découvrir et aller à sa propre rencontre. Pour la petite histoire, à l'âge de 18 ans, je n'avais jamais revu mon papa, hein, bien évidemment, puisque il n'avait pas aucune garde et rien n'était mis en place, donc il avait disparu de la circulation. Et à 18 ans, il y a un autre homme qui est arrivé dans ma vie et qui m'a confié qu'il était mon vrai père. Donc à l'âge de 18 ans, j'apprends que le papa qui m'a abandonné à 7 ans n'est pas mon vrai père et que je suis un enfant de l'adultère. Donc je côtoie cet homme-là, mon véritable père géniteur, et au bout d'un an, il va disparaître dans la nature et m'abandonner lui aussi. Donc si vous voulez, le symptôme abandonnique a été très prégnant chez moi. Donc pour répondre à votre question, ce que j'ai pu travailler en analyse, c'est le fait de comprendre que j'attendais une réparation, que j'attendais une reconnaissance. D'ailleurs, être chanteur, c'est aussi avoir besoin de la reconnaissance de son public. Hein. C'est pas un hasard. Donc, j'avais besoin de cette reconnaissance extérieure. Ayant besoin de cette reconnaissance extérieure, je ne pouvais pas m'autoriser à me reconnaître, à croire en moi et à m'aimer, puisque je n'avais pas été digne d'être aimé par ces pères abandonnants. Donc, je poursuivais ce parcours avec ce besoin de reconnaissance, à être toujours le clown de service, en demande d'affection, en constante, comment dire, insécurité. Et l'analyse m'a permis de comprendre ce phénomène inconscient, de le conscientiser tout simplement, et puis petit à petit de m'accepter tel que j'étais et de me dire peut-être que j'ai survécu à tout ça, peut-être que je mérite de ne pas attendre de l'autre, mais de m'autoriser à m'aimer, de m'autoriser à me rassurer par moi-même et de m'autoriser à ne pas avoir besoin d'alcool pour me rassurer, de clopes ou de joints, mais de pouvoir croire en moi plutôt que d'attendre toujours que ça vienne de l'extérieur. Je crois que ça a été ça le cœur de mon analyse. Si vous deviez expliquer à ma nièce de 9 ans la réalité du processus dont vous venez de parler, qu'est-ce qu'on pourrait lui raconter? En fait, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi? C'est en s'allongeant plusieurs fois par semaine sur le divan, vous vous êtes rendu compte, vous avez connecté le fait d'être abandonné 2 fois et vos insécurités, et le mettre en mots vous a permis de le dépasser? C'est aussi simple que ça? C'est juste par la répétition des mots, la souffrance, on reprend le pouvoir dessus? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on s'allonge 2 fois par semaine sur le divan? Alors moi c'était une fois par semaine, je dirais qu'en fait, on est objet de notre inconscient. Ça, ma nièce ne peut pas comprendre. Alors, je vais vous l'expliquer après, plus pour votre nièce. Je citerai cette phrase de Carl Jung que je trouve extraordinaire. Tant que vous n'avez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est-à-dire que, pour expliquer à un enfant, comment je dirais, un jeune enfant de 9 ans, une personne de 9 ans, je dirais, écoute, en nous, il y a deux personnes. Il y a celle qui pense et celle qui respire. Celle qui pense, elle sait tout, elle a les mots et elle comprend tout. Celle qui respire, c'est la vraie personne. C'est le corps, c'est ce qu'on ressent, mais ça s'exprime pas avec des mots, ça s'exprime avec des émotions, des sentiments. La tristesse, la colère, la peur, tout ça, c'est des messages de l'inconscient. Donc, il n'y a pas de message mauvais ou de message bon. Aujourd'hui, on dit il y a des émotions négatives, une belle connerie.
Non, il n'y a pas de message négatif. Il y a des messages, faut les écouter. Et souvent, celui qui pense en nous, il veut pas écouter les messages parce qu'il a décidé d'aller là. Et, et rien ne lui fera changer d'avis. Il se rend pas compte que celui qui respire derrière, eh ben, il se passe plein de choses et il a ses propres désirs. Et tant qu'on n'a pas exprimé, expliqué, mis en mots tous ces désirs et tout ce qui se passe, eh ben, on ne sait pas en réalité ce qu'on veut. On croit vouloir quelque chose et en fait, on ne le sait pas vraiment. On croit vouloir aller là, mais on ne sait pas pourquoi on veut y aller. Moi, je veux être chanteur parce que j'aime bien chanter, mais en fait, j'ai envie surtout que les gens m'applaudissent parce que j'ai pas eu suffisamment de gens qui ont été attentifs à moi quand j'étais petit, par exemple. Ok. Donc, une fois que vous avez, au fil des années et des mots, mis ça en lumière, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait de votre souffrance liée à l'abandon? Eh ben, je l'ai gardé pour pouvoir utiliser la plus belle arme, le plus bel outil plutôt que nous avons en tant qu'être humain, c'est l'empathie. C'est le fait de se connaître soi-même nous permet de mieux comprendre l'autre. Il y a un grand psychanalyste il y a 2000 ans qui s'appelait Jésus. Moi, je suis absolument pas croyant, mais je crois pertinemment que Jésus était un psychanalyste, qui avait cette phrase qui disait avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil. Ainsi, tu y verras plus clair pour aider ton frère à enlever la paille qui est dans son œil. Et c'est bien ça. Au plus on va travailler nos propres souffrances, ce qui n'est pas verbalisé, ce qu'on ne comprend pas de nos réactions, de nos angoisses, de nos peurs, de nos colères, tant que c'est pas mis en lumière tout ça, eh ben on va voir de l'autre simplement ce qu'on projette sur lui, mais pas la réalité. Une fois qu'on est au clair avec soi-même, on peut comprendre l'autre dans sa singularité, dans son côté unique. En réalité, le psychanalyste, être allongé, c'est pas anodin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui ne disent pas un mot et je trouve ça relativement abandonnant et souffrant. Moi, j'essaye juste de poser les bonnes questions pour que mon patient trouve ses bonnes réponses. Mais du coup, je vous pose la question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'impact du divan sur votre vie? Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous avez changé? Je crois que c'est dans les temps qu'on suivit, parce que c'est pas un coup de baguette magique, mais petit à petit, des choses se sont réalisées en moi et j'ai commencé à croire en moi. Je savais mentalement, avec celui qui pense en moi, je savais que j'avais été abandonné, je savais tout, on va dire, carré sur le papier, la théorie, je la connaissais. Mais le fait de verbaliser, et surtout sur le divan, pas de m'adresser à quelqu'un en face à face, Hmm. mais sur le divan, de m'adresser à moi-même devant un témoin, devant l'analyste qui est témoin de ce que je me dis à moi-même. Eh bien, ça m'a permis de dire, pas qu'avec des mots, mais de dire avec mes émotions, de revivre ces émotions et de faire la paix avec. Et donc de réconcilier celui qui pense et celui qui respire. Et là, ben, le fait de croire en moi, peut-être je me suis autorisé certaines choses, déjà à publier certains livres, notamment autobiographiques, que je n'aurais peut-être pas osé. Mais là, je me suis dit, ben, si ça peut être utile à d'autres, si je dois montrer mon cul à tous les passants et que ça peut être utile à d'autres, eh ben, c'est peut-être ça mon rôle d'humain, c'est peut-être ça le sens de la vie. Et puis si je deviens psychanalyste et que je peux accompagner d'autres sur leur chemin, eh ben mon épreuve, mes épreuves auront leur utilité, elles auront servi à quelque chose, elles seront pas stériles. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez alcoolique. Est-ce que aujourd'hui vous êtes sobre? Oui, ça fait bientôt 8 ans, début novembre, ça fera 8 ans que j'ai pas touché une goutte d'alcool et que ça me pose plus de problème en fait. Euh, depuis 2 ans, j'ai pas retouché ni clope ni joint, puisqu'il y a 2 ans, j'ai fait un infarctus et il a fallu absolument que je m'arrête. Et là, encore une fois, c'est un symbole du corps. L'infarctus, c'est le cœur qui s'arrête et qui m'a dit pour la première fois je t'aime, qui m'a dit mais
toi, tu dis à tes patients, à tes analysants, écoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, et toi, tu prends pas une seule seconde pour te reposer. Pourquoi toi, tu comptes pour du beurre? Mmh. Alors celui qui respire en moi a dit à celui qui pense, eh ben si tu veux continuer, tu continues, mais ce sera sans moi. Donc j'ai interprété cet infarctus comme une bénédiction. Ouais, je comprends. Et est-ce que vous liez, votre sortie de l'alcool et d'autres substances, de vos addictions, à votre travail en psychanalyse? Oui, complètement. Complètement, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, une cure de désintoxication, c'est 95% d'échecs. Si vous faites une psychothérapie, ça redescend à 50% d'échecs. Et une psychothérapie, c'est bien, c'est notamment quand on est dans le comportementalisme, ça nous aide à changer de point de vue, reprogrammer son cerveau, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. De manière complémentaire, une psychanalyse va aller beaucoup plus profondément à chercher la source, la cause de ce qui nous a amené à trouver dans l'alcool la béquille qui va nous permettre de survivre. Donc sans psychanalyse, euh, je continuerai à picoler, bien évidemment. C'est chouette. Est-ce que vous pensez à d'autres nœuds que vous avez rencontrés pendant vos 9 ans en tant qu'analysant? Oui, bien sûr, il y avait la jalousie, forcément, parce que dans l'abandon et dans le simple fait d'être un bâtard, un enfant de l'adultère, forcément, ma confiance était limitée. Et quand on ne s'aime pas, on ne se trouve jamais suffisamment à la hauteur. N'importe quel autre mec sera toujours mieux que moi. Donc, j'avais effectivement cette jalousie. Et puis peut-être aussi parfois trop protecteur, trop couvant, trop papa poule avec mes enfants, parce que je projetais ma propre histoire, la réparation de mon histoire. Mais quand on veut trop réparer son histoire, on fait abstraction de l'histoire singulière de notre gosse et on l'empêche de devenir autonome. Donc toute cette mise en lumière m'a permis de conscientiser. Et conscientiser, c'est quoi? C'est redevenir sujet simplement. C'est juste accéder à ce qui fait la singularité de notre nature humaine, le libre arbitre. Mmh. Vous pensez à un dernier nœud à partager? Quelque chose d'important que vous avez travaillé sur le divan? La colère, parce que l'injustice que j'ai vécue dans mon enfance, notamment, ma mère étant quand même un peu borderline, limite psychotique, hystérique, il fallait la protéger. Donc, je ne pouvais pas me permettre de lui exprimer ni mes tristesses, ni mes colères. Il fallait, comme tout le monde m'a dit dans l'entourage, comme ma mère m'a dit quand j'étais petit, papa est parti, c'est toi l'homme de la maison maintenant. Donc, on m'a castré, on m'a castré mon enfance, comme tous les enfants à qui on dit cette phrase, c'est toi l'homme de la maison maintenant, on leur, on leur coupe leur enfance. Et donc, on intériorise toutes ces colères, toutes ces tristesses, toutes ces peurs, parce que si jamais on expulse toutes ces émotions, comment va réagir maman? Est-ce qu'elle va devenir folle? Est-ce qu'elle va en mourir? Est-ce qu'elle va être enfermée dans un asile psychiatrique? Et si c'est le cas, je suis trop petit à 7 ans pour m'occuper de moi-même, donc je vais mourir. Donc on ferme sa gueule. Et donc ces colères, eh ben, dès qu'elles trouvent l'occasion, elles vont bondir, elles vont sortir comme une cocotte minute. Du coup, comment elles s'exprimaient ces colères, anciennes sur le divan? C'est au f est-ce si vous êtes à l'aise de me raconter, c'est, voilà, vous vous allongez, vous dites un peu ce qui passe par la tête et soudainement vous ressentez une colère que vous exprimez et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quand vous aviez 7 ans et que vous étiez enfant, ou au contraire, vous arrivez sur le divan, avec cette clairvoyance, c'est vraiment cette intuition qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance et vous remettez en mots directement la colère d'un enfant? Alors, non, justement, quand on est analysant, c'est-à-dire sur le divan, on va exprimer la colère contemporaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'énerve dans mon couple? Qu'est-ce qui m'énerve avec mon ado qui ne m'écoute pas, etc., etc. Et c'est le travail du psychanalyste de nous dire qu'est-ce que ça vous rappelle? Tiens, vous avez fait un lapsus. Euh, c'est ça qui vous met en colère. Un petit peu comme quand vous vous êtes senti abandonné à l'âge de 7 ans.
il nous permet, en nous posant des questions, nous, de faire les liens, de raccrocher les wagons et de nous rendre compte que, ah oui, c'est pas ce qui se passe maintenant qui me met en colère, c'est ce qui se passe dans mon enfance. Et c'est ça qui rebondit. La colère d'aujourd'hui, si l'émotion qui est surchargée aujourd'hui, c'est parce qu'elle vient réveiller quelque chose d'avant. On va pas fouiller le passé juste pour le plaisir d'aller fouiller dans la merde. J'ai un peu du mal à comprendre. J'entends qu'un psychanalyste peut, en entendant une colère contemporaine, enfin moderne, enfin du maintenant, pardon, que le patient raconte une colère, j'entends que le psychanalyste peut dire: je vous propose ce lien avec ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Mais dans un premier temps, moi je vois avec mes patients, on discute en face à face. Les premiers rendez-vous, les 3-4 premières séances, c'est en face à face. On fait comme dit Boris Cyrulnik, on refait le récit de son histoire. Donc on prend quelques notes. Tiens, il s'est passé ça dans l'enfance, il s'est passé ça en 2015, il s'est passé ça avec le père, ça avec la mère, le père est parti, la maman est morte, ou je sais pas quoi. Et puis ensuite, quand on va sur le divan, eh ben la personne va parler de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ressent. On va la ramener toujours à qu'est-ce qu'elle ressent ici et maintenant. Et là, on va faire des liens par rapport à sa vie actuelle. On va dire tiens, mais oui, il vous arrive ça, mais vous aviez déjà un symptôme de ça. On fait les liens avec nous, ce qu'on a marqué, avec le récit de l'histoire. Si je devais expliquer ça une nouvelle fois à votre nièce qui a 9 ans, je lui dirais, bah tu sais, moi quand je regarde le Roi Lion, eh ben à chaque fois ça me fait chialer. Et elle me dit, ah, mais pourquoi? C'est qu'un dessin animé? Et je dirais, ben oui, au début je savais pas pourquoi je chialais. Et puis grâce à la psychanalyse, ben mon psychanalyste m'a amené à verbaliser qu'est-ce que c'est qui me fait pleurer. Ah ben c'est quand le papa lion il meurt. Et pourquoi votre père il est mort? Maintenant oui, mais je sais pas. Et ça me fait penser à quand j'étais petit, qu'un jour il a disparu. Ah, donc en fait je pleure pas pour le roi lion parce que c'est ce dessin animé qui me fait pleurer. Je pleure pour ce que le roi lion réveille de mon histoire, Hmm. de mon papa qui est parti. Il est, il est pas mort, mais dans ma vie, il est mort, il a disparu. Et j'en ai souffert et j'ai rien dit à ce moment-là. Donc vu que c'est pas sorti, c'est resté en moi, cette tristesse. Et quand je vois le roi lion, ça permet à celui qui respire en moi de l'exprimer, de le pleurer, de le verbaliser avec mes yeux. C'est très clair. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous souvenez à quel moment donné vous vous êtes dit: «J'arrive à la fin de mon analyse» en tant qu'analysant? Oui, c'était mon analyse personnelle qui a duré 6 ans et ensuite une analyse didactique qui a duré 3 ans. Donc les 9 ans ont été séparés en deux parties. Et la fin de cette première analyse, c'est à un moment donné, j'avais l'impression de ne plus avancer, qu'il y avait déjà depuis quelques mois une sorte de stagnation et qu'il fallait que j'avais plus de questions, que j'avais plus d'interrogations ou plus de d'émotions mystères. Je pouvais comprendre mes émotions et en tout cas, mes émotions n'étaient pas réprimées. J'acceptais enfin mon hypersensibilité. Je n'étais pas à me dire ouais, je suis hypersensible donc et puis je m'intéresse pas au foot donc je suis pas un vrai homme. Mmh. Ce que je me suis dit toute ma vie. Et j'ai besoin d'alcool pour montrer à quel point je suis dur et que je peux encaisser. Et j'avais plus besoin de ça. J'étais en paix avec cette sensibilité. Et même cette sensibilité faisait de moi l'homme que j'étais. Et comme je pouvais dire à mes enfants, moi je suis un vrai homme parce que justement, j'ai pas peur de pleurer. J'ai rien à prouver. Donc, donc je suis un vrai homme. Et, et là, j'en ai parlé à ma psychanalyste. Je lui ai dit, voilà, je pense que je picolais encore. Parce que les choses, il y a quand même une inertie, hein, vous savez, essayer de faire un dérapage avec un gros ferry à côté du port, il y a quand même un temps de ralentissement. Donc, elle m'a dit, ok, voilà, elle m'a interrogé sur ce que je pensais de mon parcours, hein, ce que je fais maintenant avec mes analysants aussi, une petite vision de tout ce qui s'est passé depuis le moment où je suis arrivé la première fois en analyse, et puis
comment je me sens aujourd'hui, la paix et puis la clarté qui s'est instaurée avec mon inconscient, avec celui qui respire en moi, cette acceptation, cette, cette manière de se réapprivoiser. Je dirais, comme disent les gens en spiritualité aujourd'hui, cette capacité à être retourné chercher mon enfant intérieur, le prendre par la main et lui dire t'inquiète pas, maintenant je suis là et je t'abandonnerai plus jamais. Et vous avez eu ce déclic-là. Vous avez remis en mots un peu votre parcours et pouf, quelques semaines plus tard, c'était terminé? Oui, Concrètement, comment s'est passée la dernière séance? Comment s'est passée cette fin d'analyse pour vous? euh, c'est marrant parce que vous me posez une question intéressante, un petit peu, je dirais, comme quand je suis sorti de ma cure de désintoxication. À la fois, ce sentiment de liberté, ça y est, je suis libre, j'ai fait mon travail. Et puis à la fois mêlé à ce plaisir, cette excitation d'une nouvelle vie qui commence, de cette liberté, de cet affranchissement, terme qu'on réservait aux esclaves, hein, puisque j'étais esclave de l'alcool, comme j'étais esclave de mon inconscient. Donc cet affranchissement, cette liberté, mêlée d'une angoisse, d'une anxiété. Je suis tout seul maintenant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez solide? Mmh. Un petit peu ce sentiment d'être à poil, d'être tout nu. Et comment s'est passé alors, les temps sans analyse qui ont suivi? Puisque si je me souviens bien, vous avez attendu plus un petit peu de temps avant de commencer votre formation de psychanalyste et de re-rencontrer la psychanalyse, en tant qu'analyste, n'est-ce pas? Oui, 1 an. Vous avez cheminé seul? Comment ça s'est passé? Bien, je dirais que la fin de l'analyse a été dans l'été 2013 et j'ai dit au revoir à l'alcool et ayant du mal à lui dire au revoir, j'ai même augmenté ma consommation presque pour me mettre dans un suffisamment sale état pour me dire mais je vais en crever, c'est plus possible, ce n'est plus moi et si je crève, je vais faire subir à mes propres enfants ce que moi j'ai subi, je vais les abandonner. Et ça, c'est inacceptable, insupportable. Et 2 mois après la fin de l'analyse, à peu près 2 ou 3 mois, je sais plus, j'ai décidé de rentrer en cure de désintoxication. Mmh. Et en sortant de la cure de désintoxication, eh ben, il s'est passé peut-être quelques semaines où je me suis dit bah ouais tiens je vais regarder sur internet si je trouve des cours gratuits ou qu'on peut voir à l'université ou dans une fédération de psy parce que ça m'intéresse, je veux voir ce que ça donne quoi, mais sans trop y croire. Vous allez me raconter ça. Juste avant qu'on passe au Serge psychanalyste, j'aimerais poser une dernière question au Serge analysant. Vous parliez tout à l'heure de la masculinité, de la virilité, d'être un vrai homme, un élément que vous avez travaillé sur le divan. Est-ce que vous avez travaillé la question de la sexualité? Et je vous pose la question notamment parce que depuis tous ces mois où je fais parler des gens sur leur dernière séance, sur la psychanalyse, moi, j'avais le préjugé qu'on allait parler beaucoup de sexualité, de cet intime-là, parce que j'avais ce préjugé-là qui circule, je trouve, autour de la psychanalyse. Personne ne m'a jamais parlé de sexualité. Est-ce que vous, c'est un sujet que vous avez travaillé sur le divan et est-ce que vous êtes à l'aise de dire ce qui s'est passé autour de ce sujet? Bien sûr, c'est un sujet que j'ai travaillé sur le divan parce que la sexualité est toujours ramenée à la psychanalyse ou vice versa parce que la pulsion sexuelle est la première des pulsions après la pulsion d'autoconservation, c'est-à-dire manger pour survivre. La première pulsion de vie que l'on a, c'est la pulsion sexuelle, c'est-à-dire la recherche du plaisir. C'est le sexuel au sens large du terme. Donc, où va se sublimer, pour reprendre le terme de Freud, en quoi va se transformer cette pulsion sexuelle dans tous les plaisirs? Le plaisir de l'apprentissage. Moi, mon côté bavard, c'est la pulsion sexuelle du stade oral. Une fois qu'on a été sevré de ce sein qui nous amène la sécurité, qui nous rassure et qui nous donne ce premier plaisir sexuel, sensuel, une fois qu'on est sevré à peu près à l'âge de 2 ans en général, eh ben, on a d'autres plaisirs, se nourrir par soi-même, goûter d'autres goûts de nourriture que le lait, et puis
parler, découvrir le langage. Et pour moi, le plaisir de parler, de faire des conférences, de chanter, c'est un plaisir sexuel. Dans le sens de la libido. Dans le sens de la libido. Et la sexualité en tant que telle, l'acte sexuel, bien évidemment, il va venir, mais il est mêlé effectivement de ce désir de séduction. Mais le désir de séduction, c'est le besoin de reconnaissance. C'est le besoin de se sentir aimé, de se sentir reconnu comme existant. Donc là où le sexuel se mélange à l'existentiel, la ligne est mince et ténue. Le sexuel, pour moi, il regroupe tout ça. Et bien évidemment, en psychanalyse, j'étais vraiment sans tabou et en confiance pour parler de mes fantasmes, de mes rêves, de mes envies, de mes désirs, de mes fantaisies, et d'avoir de la part de ma psychanalyste toujours un œil sans jugement, et au contraire qui va me trouver des liens dans ce que je recherche, dans ce qui m'excite, dans ce qui me fait plaisir, des liens avec simplement mes besoins existentiels, tout simplement, mes besoins de reconnaissance, mes besoins de me ressentir vivre, ma posture aussi vis-à-vis de la mère, vis-à-vis du père. C'est tout ça qui se rejoue bien au-delà du sexuel au sens animal du terme. Le sexuel chez l'homme, il est rempli de symboles parce que l'homme est un animal de langage. Ben merci. Mais c'est avec plaisir, Guillaume.